c'est le barrage au niveau de la rivière Koto, donc c'est au village d'Ia, c'est en République centrafricaine. Et le deuxième, c'est de construire un deuxième barrage sur la ville de Palumo, mais en fait, c'est sur le fleuve Ubangi. Et ces deux barrages vont être construits en Centrafrique. Et je crois qu'il y a déjà un certain nombre de travaux qui sont en cours, et nous avons donc pensé emmener cette présentation ici aux yeux du monde entier pour que les écologistes du monde se réveillent. Peut-être qu'on pourra sauver les deux bassins, celui du lac Tchad et celui du bassin du Congo. Donc, en fin de compte, selon les promoteurs, ils se disent pourquoi transférer l'eau du fleuve Congo, du bassin du Congo, vers le bassin du lac Tchad. Les promoteurs disent, mais voilà, le lac Tchad a perdu sa superficie. Nous avions vu qu'en 1973, la superficie du lac Tchad était environ 25 000 km², et dans les années 90, la superficie varie entre 2 000 et 10 000 km². Donc en fait, l'objectif ici, c'est de ramener l'eau du bassin, la superficie du bassin du Tchad, du lac Tchad, à 25 000 km², donc sa superficie initiale. Voilà, ça c'est selon les promoteurs. Mais aussi, ils ont évoqué plusieurs raisons. Ils disent, mais voilà, si nous allons le faire, nous allons donc prévenir l'assèchement du lac Tchad, notamment dû au réchauffement climatique. Ça, ce sont des raisons qu'ils ont évoquées. Deuxièmement, ils ont dit, mais voilà, nous allons résoudre le problème d'irrigation de lac Tchad. Mais voilà, nous allons donc empêcher le chômage de jeunes et nous allons donc leur permettre de regagner leurs activités, notamment la pêche, l'agriculture, l'élevage, ainsi de suite. Et puis, en fin de compte, ça va donc éviter aux jeunes de s'associer aux activités du terrorisme comme Boko Haram. Ça, ce seront les promoteurs et aussi les autres groupes, enfin, qui exercent dans ce même domaine. Ça, c'est d'après les promoteurs. Hein. Ça sont les raisons qu'ils sont venus avec. Mais nous, on est allé chercher un peu plus loin. Si vous voyez un peu ces promoteurs-là, mais qui sont ces promoteurs-là? Vous voyez bien que ce sont tous ces groupes des lobbies occidentaux qui sont à l'intérieur. Vous voyez des Italiens, des Français, des Américains, et si vous voyez dans ce cercle-là, il y a des présidents, excusez-moi, je vais repartir dessus, voilà, c'était où là voilà, juste un instant, voilà, d'accord. Voilà, vous voyez, tous ces gens-là, dans ces promoteurs-là, il y a des présidents en cours de fonction, il y a des présidents retraités, et il y a les anciens représentants des Nations Unies. Donc des gens qu'on envoie en mission dans nos pays à nous, dans nos régions à nous, ils identifient des sources, des revenus pour eux. Et une fois qu'ils exercent leur fonction, ils deviennent des grands promoteurs, des grands projets, des projets qui vont détruire nos régions, nos pays, et qui vont donc leur amener notamment de l'argent dans leur poche. Hein? Donc ça, c'est des choses que nous devons faire très attention. Et de l'autre côté, vous avez les partenaires africains, notamment des chefs d'État en cours de fonction. Tout ce monde-là, ils ont signé. Mais la liste, elle est longue. Nous avions aussi la liste de ces promoteurs-là. Nous avions la liste. Si vous voulez, on pourra vous les partager. Hein? Donc, nous voulons donc savoir, expliquer au monde entier, les promoteurs de ces deux projets. Voilà. Et que pensent les experts? Parce que nous sommes dit, mais voilà, les gens viennent avec des projets, ils ont vendu leurs projets au monde entier, les gens ont accepté, et nous sommes allés donc chercher du côté des experts. Que pensent les experts de géographie, les experts en culture, en fait, bref, les intellectuels du monde entier. Et qu'est-ce que ces intellectuels-là pensent? Voilà ce que ces experts pensent. Il n'y a pas d'assèchement de lac, il n'y a pas d'assèchement de lac depuis les années 70. Ça, c'est d'après les experts. Donc, ils ont conduit plusieurs études, ils sont venus avec beaucoup de données, ils ont démontré qu'il n'y a jamais eu l'assèchement du lac Tchad depuis les années 70. Donc, en fait de compte, ils ont même dit le plateau sud, donc ce plateau-là du lac Tchad est quasiment stable. Voilà. Ils disent que bon, le plateau nord, en fait de compte, pour ceux qui ne savent pas l'histoire du lac Tchad, le lac Tchad est conçu de deux plateaux, deux cuvettes, la cuvette nord et la cuvette sud. La cuvette sud est alimentée par deux fleuves, et donc ces deux fleuves viennent de la République centrafricaine. Et le côté nord avait été créé lors des années 70, lors de l'assèchement du lac Tchad. Ça avait été créé, donc c'est une création de l'homme. C'est l'homme qui a créé, qui a permis donc la création de la cuvette nord du bassin du lac Tchad. Donc c'est une création de l'homme. Donc vous voyez bien que tout ce qui est création de l'homme
a ses limites. Mais par contre, la cuvette sud, c'est naturel, c'est l'eau des rivières qui vient à tout moment. Voilà, donc les experts disent que voilà, l'assèchement du côté nord, c'est normal parce que ça avait été créé par l'homme. Et puis, voilà, bon, ils ont expliqué pourquoi la cuvette nord, pourquoi nous avions des problèmes de sèchement. Voilà, parce que seulement la nature, qui est devenue produire de l'eau, notamment, joue à ses grimaces parce qu'avec des changements climatiques. Ça c'est d'après ce qu'ils ont dit. Bon, maintenant, nous nous sommes posé plusieurs questions. Nous avons essayé de réfléchir, de voir un peu qu'est-ce que le lac Tchad. Ah, vous avez vu, bon, ouais, le lac Tchad, c'est le 4e lac d'Afrique. Et puis nous avions vu qu'il y a au moins 40 millions de gens qui vivent du lac Tchad, de l'activité autour de lac Tchad. Et nous avons donc essayé de voir les rivières, notamment, si vous voyez ici, vous voyez ces deux fleuves-là, le Chari et le Logone, qui représentent les 95% de l'eau fournie au niveau de lac Tchad. Bon, nous nous sommes dit, bon, quelles sont donc les solutions afin de prévenir l'assèchement du lac Tchad. Nous allons donc chercher nos solutions à nous pour voir qu'est-ce que nous pouvons apporter pour nos amis qui survivent de lac Tchad, les 40 millions que nous avons dit, qu'est-ce qui peut leur aider afin de pouvoir survivre pendant tout ce temps que les promoteurs disent qu'il y a des problèmes d'assèchement du lac Tchad. Voilà. Nous avions dit, bon voilà, peut-être qu'il faut promouvoir le dragage de ces deux fleuves-là, hein, notamment le fleuve Chari et le fleuve Logone. Le dragage, nous savons, c'est une opération qui consiste à enlever tout ce qui est des débris au fond de l'eau, notamment le sable et tout, afin de permettre une fluidité de l'eau. Voilà. Donc, nous sommes dit, bon, peut-être qu'il faut qu'on introduise le contrôle des prélèvements de l'eau, de l'irrigation en amont de ces deux fleuves. Parce qu'il faut savoir qu'il y a 4 pays riverains autour de lac Tchad, et ces pays-là peuvent mettre en place des structures de fonctionnement qui permettraient de contrôler l'eau, de contrôler les prélèvements d'eau. C'est une partie des solutions. Les gens peuvent s'asseoir, il y a beaucoup d'intellectuels africains, nous ici nous pouvons contribuer. Comment on peut le faire? Et puis nous avons donc pensé que, bon, on peut mettre en place un système de suivi pour une meilleure gestion des eaux du lac autour des 4 pays riverains. Mais non, nous on se dit, bon écoutez, allons quand même regarder le bassin du Congo. On a fini de voir le bassin du lac Tchad, on a vu le lac Tchad, on a essayé de donner des solutions. On va essayer de voir qu'est-ce que le bassin du Congo a et les impacts que le transfert de l'eau au niveau, le transfert de l'eau du bassin du Congo et de la gare peut avoir, quelle répercussion que nous allons avoir. Ben voilà. Donc nous sommes dit, le bassin du Congo, c'est le 2e poumon de la Terre après l'Amazonie, et tout le monde le sait. Hein, ça, c'est une zone que nous devons préserver. Et nous avons dit aussi, c'est une zone qui est très riche en écosystèmes marins et forestiers. Oui, nous sommes allés encore plus loin, nous avons donc vu la superficie, c'est vraiment elle est très vaste. Elle représente 520 millions d'hectares. Nous avions les forêts du bassin du Congo, plus de 200 millions d'hectares de forêts, dont 20 millions sont inondés. Donc, dépendent de l'eau de ce bassin. Et nous avons donc vu les pays autour du bassin du fleuve Congo. Nous avons la plus grande partie des forêts sur la République démocratique du Congo. Et vous avez ce tableau qui vous montre tout. Donc on s'est dit, bon, on va encore aller chercher. Donc si vous essayez de voir, au moins 38% hein, de la superficie est dominée par la forêt. Et puis, nous sommes allés chercher encore un peu plus loin, nous avons vu la biodiversité du bassin du fleuve Congo, et nous renferme environ 400 espèces marines, des mammifères, plus de 1000 espèces d'oiseaux, plus de 200 espèces végétales, 20 000 espèces végétales, 280 espèces de reptiles, donc c'est quand même très riche. Hein. Tout ça, c'est des choses que nous devons préserver parce que la biodiversité, c'est ça qui nous permet, plusieurs médicaments qui nous soignent proviennent de ces choses-là. Et donc, nous devons quand même essayer de penser qu'est-ce que nous devons faire. Nous avons donc vu plus de 900 espèces de papillons, quelques 4000 éléphants, nous avions encore 9000 chimpanzés, ils sont inventoriés. Nous avions donc vu plus de 20 000 à 75 gorilles de plaine. Donc c'est quand même une région très riche. Bon, nous avons donc vu le rôle que joue le bassin du fleuve Congo. Elle constitue une réserve de carbone d'importance mondiale pour la régulation du gaz à effet de serre. Donc vous comprenez que le bassin du fleuve Congo, ben, l'Afrique
Si aujourd'hui l'Afrique peut survivre, c'est ça, ce point-là, qui est très important. Et même le monde entier, parce que le réchauffement au niveau du bassin du fleuve Congo va avoir plusieurs impacts dans toute la sous-région, et notamment en Afrique d'une manière générale. Et nous avons donc vu, elle assure la régulation du climat régional local et aussi l'atténuation de l'écocide. Elle permet le recyclage de l'eau, voilà. Ça, c'est ce que nous avons vu l'importance, le bassin du Congo. Donc, nous sommes dit, mais ça c'est très important hein, pour notre survie, pour ceux qui y vivent. Nous avons donc vu, du point de vue eau douce, environ 3,7 millions de kilomètres carrés de superficie d'eau douce que nous devons protéger. La deuxième source mondiale en eau des bassins versants. Donc les bassins versants, c'est juste des bassins qui conduisent vers la mer, hein, qui conduisent vers l'océan. Ben, le fleuve représente l'épine dorsale du Congo, ça on l'a dit, et nous avions la régulation du fleuve. Ben, le fleuve Congo en lui-même, bon, ça c'est juste, je vais juste passer ses affluents, je voulais juste représenter les rivières et le débit de chaque fleuve qui converge vers le fleuve Congo. Nous avons donc notamment 3 grands fleuves en général. Ben, ça, je voulais juste montrer. Mais nous avions, ce qui est plus important, c'est là. Le lac Tchad, on a dit 48 millions des populations qui dépendent du lac Tchad. Là, vous avez 100 millions de populations qui dépendent du bassin de l'eau, du bassin du fleuve Congo. Donc, quand même, nous avions là 100 millions de gens qui sont potentiellement en danger, qu'il faut peut-être protéger. Maintenant, là, j'ai voulu montrer la démographie africaine et jusqu'en 1950. Vous voyez bien que les 100 millions en 2050, ça va devenir quasiment le double. Donc 200 millions de gens qui dépendent de l'océan du fleuve Congo. Donc c'est énorme, c'est énorme. Donc ça doit quand même diligenter quelque chose au niveau des écologistes mondiales pour pouvoir penser, pour dire, là, on a un problème. Il faut trouver d'autres solutions pour pouvoir résoudre ce problème de l'eau du bassin du fleuve Congo et du transfert du fleuve Congo. Voilà. Je vais aller plus rapidement, monsieur Sossé, il me reste combien de minutes? 30 secondes. Voilà. Donne-moi quand même quelques minutes. Voilà. Là, nous sommes dit les problèmes actuels du bassin du fleuve Congo. Si vous voyez la rivière Obangui, c'est cette rivière qui veut vouloir construire tous ces barrages pour transférer l'eau du bassin du fleuve Congo vers le bassin de la Tchad. Si vous voyez, là nous avions une courbe de débit du bassin du fleuve Congo qui varie par rapport à l'année. Vous voyez bien que le débit est en train de décroître au fur et à mesure que nous évoluons en année. Et puis, nous avions les problèmes de débit qui se posent au niveau de cette rivière. Deuxièmement, nous avions, je vais aller plus vite, si vous voyez les éruptions de navigation sur la rivière Obangui par année, vous voyez 4 jours par année, de 1935 vers 1935-1979, mais aujourd'hui, vous voyez 200 jours par année en 2010, en 2002, mais là, vous voyez qu'il y a une progression là. Hein? Donc, ça sont les jours par année d'interruption de navigation sur la rivière Obangui. Donc, nous avons bien un problème de débit. Donc, comment allons-nous commencer à prélever l'eau d'un fleuve l'envoyer au lac Tchad alors que nous avions déjà un problème de débit pendant cette rivière et sur cette rivière au cours des années? Donc, il y a vraiment un grand problème. Mais le bassin du Congo a plusieurs problèmes. À cela s'ajoute le braconnage et tout ce que nous avons ici, l'exploitation et les dangers que ça peut potentiellement entraîner. Je vais aller plus rapidement. Mais nous nous sommes dit que le transfert de l'eau du bassin du Tchad vers le lac Tchad a des conséquences néfastes sur l'environnement, sur la biodiversité et sur les populations et sur l'économie. Ça c'est normal, parce que nous venons de démontrer ça. Il serait pas profitable, parce que vous voyez ce projet ne va pas profiter aux Africains. Ça va profiter à ces grands lobbies-là. Ça ne va même pas créer de l'emploi, parce que ça sera des systèmes mécaniques dirigés par des machines et non par l'homme. Donc les populations de ces sous-régions, que ce soit celles du lac Tchad ou du bassin du Congo, n'auront pas d'emploi là-dessus, n'auront pas d'emploi. Ok. Voilà. Donc c'est là où nous sommes. Il risquerait de créer un conflit, évidemment. Bon, là c'est ce que nous venons de démontrer, si vous voyez, naturellement, ça serait déplacer un problème vers une autre région. Parce que les hommes ont créé
la cuvette nord du lac Tchad, aujourd'hui cette cuvette pose des problèmes, donc ça montre des limites. Maintenant, s'ils veulent transférer l'eau du bassin de Congo vers le lac Tchad, c'est encore une création de l'homme. Il y aura des limites, donc déplacer un problème vers une région à une autre. Bon, les suggestions, nous sommes venus avec plusieurs suggestions. Éviter tout investissement dans des projets non rentables qui sont voués à l'échec, qui serviraient de goulot d'étranglement pour les peuples africains. Et ça, nous venons de le voir, les limites au niveau de la cuvette nord du bassin de lac Tchad. Nous voulons des vrais projets pour les Africains, pas des projets qui consistent à créer d'autres problèmes. C'est ce que nous voulons. Deuxièmement, appliquer le principe de pollueur-payeur qui existe en Europe, en Occident d'une manière générale. Voilà. Les populations riveraines autour du lac Tchad doivent trouver des solutions, d'abord dans leur milieu, avant d'aller chercher ailleurs. Bon, voilà. Donc c'est ce que nous voulons. Nous avons fait une proposition ici. On peut par exemple financer le projet de désalinisation de l'eau de l'océan Atlantique au large du port maritime de Douala. Le Cameroun fait partie des pays riverains de lac Tchad. La désalinisation, c'est déjà un processus thermodynamique qu'on peut utiliser qui permet de prélever l'eau de mer et de le transformer en eau douce. Ça, on peut le faire sans pourtant détruire l'écosystème du bassin du Congo. On peut utiliser cette eau, on le prend l'eau de mer, on le transforme en eau douce et on le déverse au lac Tchad. C'est une solution, ça existe. Beaucoup de projets comme ça existent en Arabie Saoudite et dans plusieurs régions du monde. Ça existe. Et ça on peut le faire. Et nous pouvons aider dans l'expertise. Plusieurs solutions, créer un gigantesque le canal de navigation, de profit. Bon, voilà. Ça, c'est par exemple une idée qui est bonne. Au lieu de venir avec un projet qui va détruire les vies de plusieurs personnes, on peut, par exemple, apporter un projet qui va donc aider à désenclaver la République centrafricaine et aussi le Tchad, notamment en créant un grand réseau au niveau de navigation, au niveau des fleuves. Ça, c'est par exemple une solution. Ça, c'est des vrais projets, des projets qui vont créer de l'emploi pour les populations locales, et aussi l'emploi pour ceux qui viendront pour l'expertise. Subventionner le projet, par exemple, le Grand Inga, tout le monde sait, en République démocratique du Congo, le projet Grand Inga, c'était un grand projet qui est là, mais aujourd'hui, ce projet est réduit peut-être à 5%. Pourquoi? Parce que ces gens-là, les lobbies là, ne veulent pas que ce projet-là aille en avant. Hein? Parce que ce projet-là donnerait à cette région la capacité, la potentialité de devenir le producteur mondial de l'électricité. On peut remonter, améliorer, et aujourd'hui, le Grand Inga deviendra un projet qui donnera de l'emploi à plusieurs personnes dans la sous-région. Et ça, c'est les projets que nous voulons pour l'Afrique. En conclusion, les hommes doivent apprendre à respecter la nature au risque d'être la victime d'apocalypse. Et je vous remercie. Merci, M. Bernard Pongui. Éventuellement, comme tu as dit, vous pouvez rester en place, s'il vous plaît. Oui, on va prendre deux questions, parce que la popularisation du bassin du Tchad guette. Donc, merci. Nous allons prendre deux questions dans la salle, s'il vous plaît. Oui. Oui, Jean-Michel Dougal. En fait, c'est intéressant, votre présentation d'ailleurs. Mais j'ai vu dans... je peux te tutoyer, hein, j'ai vu dans ta présentation un engagement écologiste, en fait, mais aussi un discours que je qualifierais d'anti-panafricaniste, quelque part. Parce que je suis tout à fait d'accord avec toi, le trompetage des lobbies, c'est tout à fait dangereux, mais par contre, par rapport à la solution qui consiste peut-être à prendre un petit peu d'eau dans le bassin du Congo et l'amener au lac Tchad, comment je dirais ça, dans une idée de panafricanisme. Je pense que tout à fait, de mon point de vue, ça peut être enrichissant pour tout le monde. Alors, est-ce que ma façon de voir les choses, est-ce que ça vient contredire à peu près peut-être ta vision des choses? Ou bien c'est moi qui me trompe, étant donné que je ne suis pas écologiste en tant que tel? Merci pour votre question. Complément à la question, c'est presque la même. Ah, ok. Oui, parce que dans le discours, Bernard semblait voir un complot. Moi, je ne vois pas les raisons du complot. C'est la même question. D'accord. Mais ici, là, j'ai essayé de démontrer un peu par l'opinion mondiale les dangers qu'il peut avoir ce projet-là. Ça n'a rien à voir de panafricanisme ou d'anti-panafricanisme.
c'est un projet que je veux que les gens le savent. Ok. Parce que c'est resté dans les couloirs et jusqu'aujourd'hui, plusieurs personnes ne le connaissent pas. Oui, moi, je... Pourquoi ils ne le connaissent pas? Parce que ça a été décidé du point de vue politique. Et c'est un projet qui présente plusieurs dangers à cause des mauvaises décisions politiques que les dictateurs africains, notamment dans la zone d'Afrique centrale, ont donné l'approbation pour simplement satisfaire leurs partenaires occidentaux pour demeurer au pouvoir. Mais, en fin de compte, même dans leur milieu de ces politiciens, il y a ceux qui sont en train de bouler mais qui n'ont pas le courage de le dire. Mais, avant de chercher des solutions ailleurs, il est toujours important de chercher des solutions dans son milieu. Il y a plusieurs solutions pour pouvoir transférer l'eau ou essayer d'approvisionner le lac Tchad. Nous allons présenter des solutions. La désalinisation, c'est un bon projet qui coûterait moins cher tout d'abord et ça permettrait aussi de ne pas briser la diversité écologique au niveau de la zone de la zone du bassin du Congo et éventuellement éviter de déplacer un problème d'une région à une autre parce que ça ne serait pas la solution. À long terme, ce n'est pas une solution. Merci. Vous avez une autre question là, M. Georges Gouma. Oui, mais félicitations pour cet exposé très brillant. Merci. Et au départ aussi, évidemment, quand on a vu l'intitulé, on s'est posé des questions, la guerre vers la guerre de l'eau, et puis bon là c'est bien clair. Mais je voudrais quand même que tu puisses un peu pour moi, s'il te plaît, et pardon de mon incrédulité, bien expliquer la notion de guerre là, la notion de guerre en fait, quels sont les acteurs de la guerre? Est-ce que c'est une guerre chaude? Est-ce que c'est une guerre froide? Et quelle est la nature de cette guerre? Mais vous savez, la prise des décisions politiques peut entraîner à plusieurs problèmes. Nous savons aujourd'hui une grande partie du conflit au Moyen-Orient. Je n'ai pas envie de citer des pays ici pour éviter de se faire tirer de foudre. C'est à cause de l'eau, parce que c'est une guerre des terres. Les uns veulent récupérer une terre qui a une grosse quantité d'eau pour la production agricole à grande échelle ou l'élevage. Les autres disent que ça leur appartient, ils doivent les récupérer. Donc c'est sur cet aspect-là que je suis en train de voir qui se fait là, au Moyen-Orient, ça ne finira jamais tant que ça ne sera pas résolu. Ça ne finira jamais. Et c'est cet aspect qui est en train de venir au niveau de l'Afrique centrale. Parce que si vous voyez ces promoteurs économiques qui viennent avec ce genre de projet, ils n'ont qu'un seul objectif, briser les vrais projets, alors qu'ils savent qu'il y a des vraies solutions. Malgré les experts leur disent que ça ne fonctionnera pas, mais ils veulent quand même y aller. On se pose plusieurs questions. Pourquoi?